Pour une bonne moitié de son territoire, la Syrie est un désert steppique, où vivent les Bédouins. Au cœur de ce vaste océan aride, quelques sources sont à l'origine d'oasis comme Palmyre, l'antique Tadmor. À l'est, des gisements de phosphate et des champs pétrolifères constituent les deux principales ressources naturelles du pays. Dans cette région, la steppe est baignée par l'Euphrate et le Rabour, le long desquels s'épanouit jadis la civilisation mésopotamienne, l'une des plus anciennes et des plus novatrices de l'humanité. À l'ouest, la Syrie déploie une diversité de paysages dessinés par les plateaux basaltiques du Haut-Rhan, la vallée de l'Oronte et les plaines du littoral. Située au carrefour de plusieurs mondes, la région attira au cours de son histoire Égyptiens, Hébreux, Nabatéens, Perses, Grecs et Romains, avant d'être définitivement conquise par la civilisation islamique. « 12 000 ans d'histoire, 36 civilisations et un nom, Cham, qui en arabe signifie le pays du soleil levant. » Si aujourd'hui l'Occident possède le blé, l'orge, la chèvre et le mouton, c'est parce qu'un jour des gens de cette région, où ces espèces existaient à l'état sauvage, ont eu l'envie de se les approprier. C'est entre le 7e et le 4e millénaire que les chasseurs-cueilleurs de Mésopotamie se rendent maîtres de l'eau et de la terre. Afin de faire face successivement aux longues périodes de sécheresse, mais également aux fortes crues du fleuve, ils mettent progressivement en place réservoirs, barrages et canaux d'irrigation. C'est ainsi qu'ils développent la culture de plantes céréalières et de légumineuses, ainsi que l'élevage transhumant des animaux. L'évolution cruciale que l'homme a connue ici, à l'aube de son histoire, marque le point de départ de la transformation réelle et irréversible des modes de vie humains. La domestication animale et végétale et la nécessité de conserver les denrées amenèrent les Mésopotamiens à concentrer leurs forces, provoquant du même coup une multitude de transformations en chaîne. La première d'entre elles est le développement des villages. Puis les hommes de la vallée de l'Euphrate inventent le four, la céramique, la métallurgie et la roue. Dans la foulée, ils mettent en place un système d'échange de denrées et de matières premières par voie d'eau entre l'Anatolie au nord et le golfe arabo-persique. Toutes ces innovations engendrent très vite les premières formes de pouvoir, lesquelles jouent un rôle déterminant dans le phénomène d'urbanisation de la région. C'est ainsi que naissent les premières cités, dont la redécouverte au XXe siècle a renouvelé la connaissance que l'on avait des premiers pas de l'urbanisme. La cité, évidemment, c'est un point essentiel. Il ne faut pas oublier que si le village est né dans des régions syriennes, du croissant fertile, il y a 10 000 ans, la ville, elle, est née aussi dans le même espace du Proche-Orient, peut-être un tout petit peu plus tard en Syrie que dans la Mésopotamie sumérienne, mais enfin la différence est relativement minime. Et ce qui est certain, c'est que se met en place au 4e millénaire une organisation de la société centrée sur la cité. Et depuis, c'est-à-dire depuis 4-5 millénaires, la vie tourne autour de la cité. Donc il y a là une permanence institutionnelle qui est très très forte et un mode de vie qui est très très fort. Sous cet amas de terre informe dort l'une des plus anciennes cités de Syrie, mais aussi l'une des premières villes du monde. Fondée sur l'Euphrate pour contrôler le trafic fluvial et développer une industrie métallurgique, Mari fut pensée et bâtie d'un seul jet, par une volonté politique.
Dès ses origines, la cité est pourvue des traits urbanistiques essentiels. Un plan circulaire, un rempart doublé d'une digue et un canal artificiel qui lui assure son approvisionnement en eau, ainsi qu'un accès direct à l'Euphrate. Après un temps d'abandon, Mari est rebâtie, se densifie et se dote d'un palais, véritable moteur politique, économique et religieux de la vie de la cité. Détruite 350 ans plus tard par des invasions, la ville renaît une troisième fois et prospère jusqu'à sa destruction définitive en 1760 par le célèbre Hammurabi de Babylone. La découverte de Mari montre ainsi que la tradition urbaine, liée aux échanges commerciaux, est très ancienne en Syrie. L'archéologie et l'épigraphie ont également permis de recueillir quantité d'informations sur l'organisation architecturale d'un palais royal au début du deuxième millénaire. Ce dernier, qui ne comptait pas moins de 300 pièces, était divisé en deux grands corps. Le premier comprenait une aire sacrée, ainsi que le secteur des grandes réserves du royaume. Le second corps était à la fois privé et officiel. S'y trouvait la maison du roi, les lieux de réception et les quartiers administratifs. Ce second ensemble abritait également la maison des femmes, ou harem, agrémenté de jardins suspendus. Le palais, découvert en 1933, date de la troisième fondation de la ville et n'est pas le palais d'origine. Celui-ci, encore enfoui, est actuellement en cours de dégagement. À l'heure où Mari s'éteignait à jamais, une autre cité fleurissait à quelques centaines de kilomètres de là, au cœur de la steppe syrienne. Mentionné dans les archives de Mari, Tadmor fut fondé au deuxième millénaire avant Jésus-Christ par une tribu amorite. La cité, dont le nom signifie palmier en langue sémitique, doit sa naissance à la présence de plusieurs sources et à sa situation privilégiée au croisement des grandes voies de communication entre Orient et Occident. Verte respiration au cœur d'une terre aride, l'oasis de Tadmor devient très vite une étape idéale pour les caravaniers. Son essor est avant tout l'œuvre des Palmyréniens, ces fils du désert, nomades avant tout, dont les plus hardis n'hésitaient pas à parcourir de très longues distances, par voie de terre et de mer. Devenue Palmyre sous domination romaine, la cité est au IIe siècle de l'ère chrétienne l'une des plaques tournantes du commerce international. Son architecture monumentale, ornée d'un riche décor, témoigne aujourd'hui encore de cette activité prospère. La ville s'articule à l'intérieur d'une enceinte autour de deux grandes rues à colonnades qui se croisent, le Cardo et le Decumanus. Ces deux artères principales constituaient le domaine de la vie quotidienne, le centre névralgique de cette cité commerciale. Les portiques qui abritaient de nombreux commerces attiraient une foule colorée et hétéroclite dans le plus grand brouhaha. De fait, ces grandes rues préfigurent les souks, qui plus tard s'y installeront au début de l'ère islamique. Protégeant leur identité et ayant fait leur fortune, ces habitants sont devenus si puissants que leur dernière souveraine, Zénobie, eut toutes les audaces. Elle osa défier Rome, ce qui provoqua la chute de la cité. Malgré ces métamorphoses successives au gré des aléas de l'histoire, et contrairement à Mari, la ville demeure vivante. Aujourd'hui, elle porte à nouveau son nom sémitique de Tadmor. Ici, les uns ont aimé profondément ce pays, les autres l'ont occupé. Certains l'ont ruiné, embrasé, déserté, pillé. D'autres, enfin, lui promettent un avenir incertain. Creuset de formation des civilisations anciennes d'Eurasie, au lieu de rencontre des peuples du Levant et du Couchant, la Syrie est aujourd'hui devenue le cœur de cible d'un Orient explosif. Plus que jamais, cette terre se révèle d'une immense valeur, aussi précieuse que fragile.